Salut la communauté Unmatch, c'est David alias Judo Graal. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un combattant encore considéré comme high tier. J'ai nommé, je rigole bien sûr, hein, j'adore les low tiers, c'est pour ça. Et là, donc, on va continuer cette série avec Hamlet. Donc Hamlet est un personnage qui est issu de la boîte Coup de théâtre. C'est un personnage en mêlée avec 15 points de vie qui n'a que 2 points de déplacement. Donc déjà on commence sur des bases extraordinaires, je rigole bien sûr. Il est accompagné donc d'un sidekick qui représente 2 personnages, mais un sidekick, combattant en mêlée également, et 6 points de vie. Sa capacité, c'est la question, la fameuse être ou ne pas être. Au début de votre tour, choisissez être ou ne pas être. Si vous décidez de ne pas être, vous infligez 2 dégâts à l'un de vos combattants. Et donc vous devez décider si Hamlet ou si le sidekick se prend 2 dégâts. Vous ne pouvez pas faire un dégât chacun, par exemple, c'est 2 dégâts pour l'un des deux. Si vous décidez d'être, lorsque vous effectuez une manœuvre, vous piochez une carte supplémentaire, donc logiquement 2 cartes au lieu de une seule. Si vous décidez de ne pas être, vous ajoutez plus 2 à la valeur des attaques de Hamlet. Ça, c'est des capacités qu'on commence à retrouver dans beaucoup de personnages. Ça avait commencé avec Alice, mais maintenant on a Golden Bat, on a Annie Christmas, enfin voilà, on commence à avoir pas mal de personnages qui gagnent des plus 2 en fonction d'une situation. Et donc là, si vous avez décidé de ne pas être, vous avez ce plus 2 en attaque. Allez, on fait le tour du deck, et puis on va parler un petit peu stratégie. Donc, en carte d'attaque rouge, spécifique à Hamlet, en 2 exemplaires, nous avons Cruel, rien que pour être humain, une carte que vous pouvez booster. Donc cette carte, bien sûr, peut devenir une 4 si vous avez décidé de ne pas être, 4 que vous pouvez booster. Avec un boost de 4 elle-même, donc si vous la boostez avec elle-même, ça peut devenir une 8. Alors, nous avons en spécifique Hamlet une versatile 2. Le sang veut du sang. Après combat, si Hamlet a subi des dégâts lors de ce tour, infligez un dégât au combattant adverse. Donc, par exemple, si vous avez décidé de ne pas être et vous avez fait le dégât à Hamlet, et ben vous allez faire un dégât à l'adversaire avec cette carte en offensif. En défensif, ça marche si par exemple, comme c'est qu'une 2 de défense, si l'adversaire a joué une 3 ou plus de défense, comme vous serez pris un dégât avec Hamlet, vous infligerez un dégât aussi à l'adversaire. Nous avons une versatile en 2 exemplaires qui n'est qu'une 1, donc Injurieuse Fortune. Pendant le combat, vous défaussez la première carte de votre deck, donc très aléatoire, vous pouvez vous retrouver à défausser une super carte de votre deck, mais vous allez rajouter la valeur de boost à cette carte. Si vous avez perdu le combat, vous allez reprendre la carte défaussée dans votre main. Donc parfois vous allez presque avoir intérêt à perdre le combat pour pouvoir récupérer la carte au lieu de la défausser. Donc c'est un peu aléatoire, c'est un peu compliqué à préparer. Bon voilà, une versatile spécifique à Hamlet. Nous allons avoir une 2 de défense, donc celle-là elle est très importante. Ce n'est qu'une 2 de défense, c'est un peu pourri, même très pourri. Et le reste est silence. En après-combat, le tour se termine. Donc ça peut être très intéressant à jouer lors de la première action de votre adversaire. Celui-ci va être surpris car vous allez mettre fin au tour. Et donc si possible contre un mêlé, du coup si vous attaque, vous mettez fin à son tour, vous prenez sûrement cher, mais derrière c'est lui qui va prendre cher parce qu'il se retrouve adjacent à Hamlet. Encore carte spécifique à Hamlet. Stratagème, le fantôme, donc qui vous permet de choisir un effet qui est de soit récupérer 2 points de vie, soit de placer Hamlet sur n'importe quelle case de sa zone et de gagner une action. Carte super importante également dans son deck, on en reparle tout à l'heure. Et enfin en carte spécifique à Hamlet, en 3 exemplaires, à nouveau un stratagème, donc tous les stratagèmes sont spécifiques à Hamlet. Méthode dans la folie, cette carte est vraiment particulière. Elle vous permet de placer n'importe quel nombre de cartes de votre main sous votre deck. Puis après, vous allez piocher jusqu'à autant de cartes et gagner une action. Donc c'est une action gratuite, hein, vous pouvez le faire en plus, on va dire, de vos 2 actions par tour. Donc ça vous permet de mettre autant de cartes de votre main sous votre deck, donc c'est-à-dire des cartes que vous n'allez pas revoir avant la fin de la partie. Et repiocher jusqu'à autant de cartes. Par exemple, je mets 3 cartes sous mon deck, je peux piocher jusqu'à 3 cartes, c'est-à-dire 0
une, deux ou trois cartes. Vous allez voir la petite astuce en début de partie, c'est pas mal à avoir pour pas surpiocher. C'est une bouse de 3, ça peut être intéressant aussi. Nous allons passer en carte utilisable par tous les combattants. En fait, il n'y a pas de carte spécifique au sidekick. Souvent, on a 5 cartes dans les decks qui sont spécifiques au sidekick. Là, il n'y en a pas. C'est soit des cartes spécifiques à Hamlet, vous les avez toutes devant vous, soit des cartes utilisables par par les deux combattants. Donc ça vous montre que l'acolyte, le sidekick de Hamlet, n'est pas primordial. Enfin, il va être primordial parce qu'il va vous servir de mid-shield pour sa capacité. Vous allez lui faire des dégâts pour pouvoir utiliser les capacités d'Hamlet. Maintenant, en termes d'utilisation de cartes, ce sera Hamlet qui va faire le gros du boulot. Alors, nous allons avoir en 3 exemplaires, calamité incertaine, une 2 rouge. Donc pendant le combat, si votre adversaire a joué une carte polyvalente, vous allez ignorer sa valeur. Donc c'est un peu aléatoire. Maintenant, contre certains decks, c'est assez extraordinaire. Contre certains adversaires qui ont beaucoup de cartes violettes. Et puis ça, c'est une 2 qui devient une 4 si vous avez décidé de ne pas être. Donc ça peut faire 4 dégâts de base à l'adversaire. Après, nous allons avoir en 3 exemplaires. Dormir, peut-être rêver. Après le combat, si vous avez remporté le combat, déplacez le combattant adverse jusqu'à autant de cases que le nombre de dégâts de combat infligés. Si vous avez perdu le combat, Hamlet récupère un point de vie. Alors, clairement, cette carte-là, vous allez surtout l'utiliser en première action d'attaque. Si vous êtes adjacent à l'adversaire, et votre but, ça va être d'avoir 2 actions adjacentes à l'adversaire, si votre première action, vous êtes adjacent à l'adversaire et que vous avez décidé de ne pas être, c'est une carte qui vaut 5. Vous allez donc attaquer à 5. Et l'intérêt, c'est que si vous faites des dégâts à l'adversaire, vous allez pouvoir bouger l'adversaire en après-combat, ce qui fait que si lui-même il avait une capacité de mouvement après-combat, pour vous empêcher de faire votre deuxième action en tant qu'attaque, puisque vous êtes mêlé, et ben cette carte-là, ça va sûrement vous permettre de remettre l'adversaire adjacent à vous, puisque comme il est défenseur, il va d'abord faire son après-combat, puis après vous allez faire votre après-combat. Donc en fait, s'il se déplace en après-combat, par exemple de 2 cases, vous lui avez fait 2 dégâts, vous allez le rebouger de 2 cases, vous allez remettre adjacent à Hamlet pour pouvoir lui remettre un taquet dans sa face parce que vous avez décidé de ne pas être. Voilà l'utilisation principale de cette carte de mon point de vue. Alors, une carte extrêmement importante, voire la plus importante de Hamlet en 3 exemplaires, c'est le jeu qui compte. Alors, ça c'est une 3 violette. Et en après-combat, votre adversaire se défausse de une carte au hasard, donc ça c'est toujours excellent. Et surtout, si vous avez remporté le combat, Hamlet récupère autant de points de vie que la valeur de boost de cette carte défaussée. Et ça, je pense que c'est primordial, parce que vous allez voir qu'Hamlet, il n'a pas des super défenses, il n'a pas beaucoup de points de vie, et qu'il en perd surtout pour utiliser sa capacité de ne pas être. Donc il va falloir récupérer des points de vie. Et celle-ci, c'est la principale source de récupération de points de vie. Si vous l'utilisez en attaque, c'est une 5 d'attaque. Donc vous risquez de gagner le combat. Donc la carte que vous allez défausser à l'adversaire, si elle a une belle valeur de boost, elle peut vous permettre de récupérer 2, 3, 4 points de vie avec beaucoup de chance. Et ça, ça va changer votre partie. Le problème de l'utiliser en attaque, c'est que ça risque d'être feinté. Alors si c'est feinté, c'est quand même une 5 d'attaque, donc vous allez quand même faire 3 dégâts à l'adversaire, c'est pas mal. Mais vous n'allez pas faire l'après-combat. En défense, si vous l'utilisez en défense, le problème c'est que ce n'est qu'une 3 de défense, et suivant l'adversaire, ça m'étonnerait qu'il vous attaque avec une 3 d'attaque. Ça peut dépendre de qui vous affrontez, ça peut être intéressant, par exemple contre des personnages comme, je ne sais pas, prenons Bruce Lee. Bruce Lee, vous savez qu'il veut vous attaquer à 3, écoutez, utilisez-la en défense, très bien, ça va marcher. Maintenant, la plupart du temps, contre la plupart des combattants, vous allez l'utiliser, de mon point de vue, en offensif. Et du coup, ça va vous enlever encore un caractère défensif à Hamlet, qui va le rendre assez friable. Mais bon, comme je vais vous conseiller de le jouer très agressif, moi je le jouerai en offensif pour essayer de récupérer la capacité de la carte. Deuxième carte hyper importante, enfin troisième, parce qu'en fait il y a le fantôme, celle-ci et celle-ci qui est très importante aussi, surtout si vous jouez contre des combattants à distance.
Ça s'appelle Soyons prêts, c'est une versatile 2. Mais l'après-combat, c'est placer l'un des combattants impliqués dans le combat sur n'importe quelle case. Qui ne peut pas quitter cette case lors de ce tour. Donc ça, c'est un peu comme celle-ci également. C'est une carte qui vous permet de forcer l'adjacence pour le prochain tour. Donc, si vous jouez en fait contre un combattant en mêlée, vous allez sûrement finir au corps à corps face à lui. Si lui il vous attaque en première action au corps à corps, il va en deuxième action vouloir partir. Et ben, vous utilisez ça en première action contre un combattant en mêlée, ça met fin au tour. Vous commencez le prochain tour adjacent à lui, vous décidez de ne pas être et vous allez lui mettre 2 taquets dans le visage. Maintenant, si c'est un attaquant à distance, ça marche pas de la même façon, bah celle-ci elle va être excellente pour ça. Bah, elle va également marcher contre les mêlées, hein, forcément, mais voilà. C'est qu'en fait, si l'adversaire vous attaque, bah, vous allez jouer défendre avec ça, vous allez mettre l'adversaire à côté de vous, et puis il va pas pouvoir bouger d'à côté de vous. Alors certains personnages ont des capacités qui permettent de faire bouger, certaines cartes permettent de bouger l'adversaire, donc du coup il pourra toujours s'en sortir, mais c'est plus rare quand même. Donc ça c'est une super carte qui permet de forcer l'adjacence. On va les mettre ici, parce que je pense que forcer l'adjacence, là, ces 6 cartes-là vont vous permettre de forcer l'adjacence, et donc d'avoir 2 actions en décidant de ne pas être, et ça va être important, on va en reparler. En 2 exemplaires, nous avons Perspicacité affolante, bah, ça c'est votre meilleure défense, tout simplement. Parce que la valeur de cette carte est égale au nombre de cartes dans votre main. Donc vous avez 6 cartes en main, bah, c'est une valeur 6. Et si vous avez remporté le combat, l'adversaire se défausse d'une carte. Et donc ça c'est toujours bon à prendre. C'est votre meilleure défense, bien sûr, si l'adversaire ne vous attaque pas avec une feinte offensive. Si vous attaquez avec une feinte offensive, bah, votre carte c'est une 0, bah, vous allez prendre 2 dégâts si c'est une feinte classique. Et bah, ça c'est la cata. Mais voilà, il y a un côté mind game. Et enfin, la dernière, assez dépendante, enfin assez aléatoire. Donc une 2 versatile, une 2 défense, mais utilisable par les 2 combattants également. Rien de bon ni mauvais. Et en après combat, si l'adversaire a joué une polyvalente, vous allez lui infliger 2 dégâts. Il n'y a pas de notion d'adjacence, donc ça peut être contre les combattants à distance également. Mais ce n'est qu'une 2 de défense. Voici pour les cartes. Donc là, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a peu de versatile, quoi. Donc c'est soit vous attaquez, soit vous défendez. Donc si vous vous retrouvez avec des cartes, une main avec beaucoup de bleu, bah, vous allez devoir forcément avoir du mal à attaquer. Inversement, si vous vous retrouvez avec des rouges et que vous n'avez pas de bleu, bah, vous allez prendre cher parce que vous n'allez pas pouvoir défendre. Et ça, c'est un des problèmes de Hamlet. C'est quelque chose que vous allez pouvoir mitiger un petit peu avec méthode de la folie. Méthode de la folie vous permettant de défausser autant de cartes que vous voulez de votre main pour en repiocher jusqu'à ce nombre, bah en fait ça va vous permettre de vous préparer en fait votre main pour le tour suivant. Sinon bah, on remarque quand même que les valeurs d'Hamlet sont quand même assez basses, hein. On n'a pas de grosses attaques, on n'a pas de grosses défenses, on a beaucoup de versatiles à 1 ou 2 de valeurs, c'est clairement pas terrible. Les défenses à 2 c'est une catastrophe. Donc tout son panel, bah, c'est l'offensif en décidant de ne pas être. C'est-à-dire que bah, c'est d'augmenter les valeurs d'attaque et d'utiliser ces cartes surtout en attaque. Donc de mon point de vue, on va devoir jouer très très agressif. On voit que Hamlet a pu être pensé aussi pour un jeu un peu moins agressif, ou du moins de préparation. On va préparer la fin de son deck grâce à la méthode de la folie. On va pouvoir récupérer des points de vie avec le fantôme. Mais moi, je pense que c'est une fausse bonne idée. Il va falloir jouer agressif. Clairement, pour moi, par exemple, le fantôme, ce sont 2 cartes qui vont permettre de déplacer Hamlet sur une case de sa zone et de gagner une action. Donc c'est une carte qui va vous permettre d'être adjacent à l'adversaire avec 2 actions restantes. Et ben pour moi, tout va se jouer là-dessus. Il va falloir optimiser au maximum sa capacité de ne pas être. C'est-à-dire qu'il va falloir au maximum essayer d'avoir 2 actions adjacentes à l'adversaire pour pouvoir l'attaquer 2 fois avec plus 2 en ayant utilisé sa capacité qu'une seule fois pour le tour. Si vous devez bouger et attaquer, vous allez prendre 2 dégâts, tout ça pour une attaque à plus 2, une seule à plus 2. C'est pas rentable et pour moi ça c'est la défaite assurée. Le but c'est d'optimiser un maximum les cartes qui vous permettent de forcer l'adjacence.
pour pouvoir faire des doubles attaques à +2. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait, l'optique de l'attaque à +2, c'est soit de mettre fin au tour sur une première action où l'adversaire est adjacent à vous, contre un corps à corps, ça peut être très intéressant, mais ça peut être aussi contre un distant, hein. Par exemple, vous êtes venu attaquer l'adversaire, vous êtes adjacent à lui, lui, même s'il est attaquant à distance, il va peut-être décider de vous attaquer pour manœuvrer après, pour manœuvrer loin de vous après. Avec ça, vous pouvez bloquer sa manœuvre. Voilà. Maintenant, un distant qui connaît votre deck, normalement, il ne va pas faire cette erreur. Mais pour contrer ça, vous avez Soyons prêts, qui vous permet de forcer l'adjacence. Donc ça, c'est une carte, je pense qu'il faut jouer en défense. Ça, c'est une carte super importante. Et il ne faut pas que vous l'ayez trop tard dans la partie, parce qu'en fait, comme c'est qu'une 2 de défense, si vous la jouez alors que vous n'avez plus beaucoup de points de vie, c'est mort, vous n'allez pas pouvoir décider de ne pas être après, parce que le pire, c'est d'arriver à 2 points de vie avec Hamlet, où vous n'allez plus pouvoir utiliser votre capacité. Donc ça, en fait, c'est une carte qu'il faut essayer d'avoir assez tôt, d'où l'importance de celle-ci pour aller chercher ces cartes-là, super importante. Donc ça, on va revoir cette carte-là un peu après. Et la deuxième façon de forcer l'adjacence, c'est le fantôme. Vous l'avez 2 fois, donc c'est pour ça que celle-ci, pour moi, récupérer les 2 points de vie, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Même si ça peut vous permettre de récupérer une capacité de ne pas être une fois dans la partie, parce que récupérer 2 points de vie, c'est votre capacité une fois de plus. Sauf que comme vous allez jouer, il faudra plutôt jouer agressif. Je pense que placer Hamlet dans n'importe quelle case de sa zone et de gagner une action, c'est quand même vachement plus important, parce que ça vous fait gagner en plus un déplacement. Donc voilà, donc ces 6 cartes-là doivent vous permettre de forcer l'adjacence 6 fois, normalement. Alors, celle-ci, ça va dépendre, hein, contre l'attaquant à distance, ce sera moins le cas, mais vous, au moins 4 fois. Vous devez au moins forcer l'adjacence 4 fois dans la partie. 4 fois dans la partie, c'est-à-dire que si vous avez décidé de ne pas être, 4 fois dans la partie, ça vous avez perdu 8 points de vie dans l'affaire, c'est-à-dire 6 points de vie sur votre sidekick, même s'il meurt, voilà, et 2 points de vie sur Hamlet. 2 points de vie sur Hamlet pour l'utilisation de la capacité, c'est pas énorme. Et vous aurez fait au minimum 8 fois ne pas être, donc 8 attaques à +2, et là ça commence à devenir intéressant. Alors, méthode dans la folie, comment la jouer? Moi j'aime bien la voir en début de partie, parce qu'en fait quand vous décidez d'être, quand vous manœuvrez, vous double piochez. Et ça peut vous permettre de refaire une main, si vous jouez très agressif, refaire votre main très facilement. Ça c'est cool, mais en début de partie ça peut être gênant. Vous n'avez pas décidé de ne pas être dès le premier tour parce que vous n'êtes pas adjacent à l'adversaire, vous n'allez pas être dans sa zone, donc vous n'allez pas pouvoir faire de double attaque, ce serait un peu dommage, donc vous avez décidé d'être au premier tour. Sauf que vous commencez votre partie avec 5 cartes en main, si vous double manœuvrez, vous allez piocher 4 cartes, 5 et 4, 9. Aïe, vous avez déjà 2 cartes de trop, vous allez devoir déjà défausser 2 cartes. Méthode dans la folie. En deuxième action plutôt, moi je le ferai, donc vous manœuvrez en première action, vous montez à 7 cartes en main. Vous jouez méthode de la folie, et là vous défaussez des cartes de votre main pour ne pas surpiocher, et puis pour garder les cartes que vous souhaitez en main, en plus celles que vous souhaitez pour le tour suivant. Vous essayez de préparer votre main parfaite en fait. Vous jouez méthode dans la folie, et écoutez, moi je vous conseille d'en défausser, écoutez, 2. Vous défaussez pas, pardon, vous les remettez sous votre deck, vous en remettez 2 sous votre deck et vous en repiochez 0. Ou alors si vraiment vous avez une main moyenne avec beaucoup de défense, ou voilà, vous en remettez plus sous votre deck, voire toute votre main si vraiment elle est vraiment toute pourrie, bon ça m'étonnerait quand même, mais vous remettez autant de cartes que vous souhaitez sous votre deck pour en avoir, et vous en repiochez pour en avoir que 5 en main. Comme vous gagnez une action, il vous reste une action, vous décidez de remanœuvrer, vous repiochez 2 cartes, et vous êtes à 7 cartes en main. Voilà, donc moi c'est une carte que j'aime bien avoir en début de partie, pour pouvoir me mettre les moins bonnes cartes en fond de deck, hein, voilà, des cartes comme celle-ci qui sont moins importantes de mon point de vue. Celle-ci aussi peut être moins importante suivant l'adversaire que vous affrontez. Celle-ci également
peut être mise en fond de deck si vraiment vous êtes contre un combattant à distance et que vous savez qu'il vous attaquera jamais en étant adjacent à vous. Ben voilà, vous pouvez mettre ces cartes en fond de deck pour préparer vos tours suivants. Donc moi c'est une carte que j'aime bien avoir en début de partie. Et ça bien sûr vous allez pouvoir le faire de la même façon en cours de partie. Si vous commencez votre tour avec pas mal de cartes en main, mais que vous n'avez pas envie de ne pas être parce que vous ne pouvez pas faire la double attaque tant convoitée, et utilisez cette carte pour temporiser. Moi, c'est ma vision. C'est une carte que j'utilise pour temporiser, et pas que temporiser, parce que ça vous permet quand même de préparer votre main de carte pour le tour suivant. Après, en offensif, comme je vous disais, dormir, peut-être rêver, qui est une carte qui est une 5 d'attaque quand vous décidez de ne pas être et qui permet de bouger l'adversaire en fonction du nombre de dégâts que vous lui avez fait, moi je vous conseille de la jouer en première action, en attaque en première action, parce que ça va vous permettre de forcer la deuxième attaque. Si l'adversaire a un mouvement après combat qui n'est pas trop important, déjà contre un escarmouche, vous êtes à 5 contre 4 et l'adversaire ne bougera pas. S'il a un mouvement de 2 ou 3 en ayant défendu qu'à 2, vous allez le remettre à côté de vous. Je pense par exemple à Alice. Vous avez plus de chances de pouvoir faire une double attaque avec cette carte-là. Celle-ci, je vous l'ai déjà dit, moi je vous conseille de l'utiliser en offensif. Ça permet de défausser une carte au hasard à l'adversaire, mais ça permet aussi de se soigner. Avec un peu de chance, vous tombez sur une belle valeur de boost, et ça peut changer toute votre partie si vous réussissez à vous soigner avec ces cartes-là. Et celle-ci, ça dépend aussi totalement de l'adversaire. C'est vrai que dans la boîte coup de théâtre, c'est pas forcément une carte qui marche souvent, parce qu'il n'y a pas tant... Enfin, à part peut-être contre Titania, il y a moins de versatiles, enfin de polyvalentes. Mais donc voilà, si votre adversaire a joué une polyvalente en ignorant la valeur, ça peut faire mal, mais c'est quand même assez aléatoire, on ne sait pas ce que l'adversaire va jouer. C'est pas une carte que j'utiliserai moi en priorité sur... Enfin, vous allez l'utiliser forcément en attaque, mais je compterai pas trop dessus. Par contre, si ça passe, c'est une 4 d'attaque qui fait 4 dégâts, c'est monstrueux. Par contre, celle-ci est super intéressante, parce qu'une 4 d'attaque que vous pouvez booster en plus, en fonction de ce qu'a joué l'adversaire, ça peut faire très très mal. Contre une feinte, ça fait toujours 2 dégâts, et si c'est pas feinté, le boost peut faire très très mal. Vous avez quand même quelques valeurs de boost, justement, qui peuvent être intéressantes. Voilà, celle-ci, elle peut être bien aussi offensivement parce que si vous avez utilisé ne pas être, vous allez faire un dégât à l'adversaire. Bon, voilà, c'est pas la meilleure attaque pour moi. Comme vous avez déjà beaucoup de cartes à utiliser offensivement, je pense que vous aurez aussi besoin de cartes en défense. Voilà, en conclusion, donc, Hamlet, son premier défaut, c'est sa capacité, qui ressemble fortement à celle de Jekyll et Hyde. C'est que il se fait ses propres dégâts avec sa capacité. Et déjà qu'avec un combattant de 2 déplacements de 2 combattants en mêlée, déjà c'est pas une super combo, on va dire. Un combattant qui n'a pas des défenses extraordinaires, voilà. Donc si en plus vous faites des dégâts pour pouvoir attaquer fortement, c'est compliqué, c'est très compliqué. Maintenant, moi je conseille fortement d'utiliser la capacité sur le sidekick. Vous faites les dégâts au sidekick, c'est-à-dire que le sidekick vous le laissez derrière Hamlet. Le but c'est que vous puissiez utiliser 3 fois votre capacité sans blesser une seule fois Hamlet. Son désavantage, c'est donc son déplacement également, et qu'il est mêlé, donc il vous faudra plutôt un plateau de jeu petit et avec peu de couloirs. Et donc bien sûr Hamlet, comme il tape fort, il tape très fort, mais peu souvent, il va pas aimer non plus les combattants qui ont des acolytes avec peu de points de vie, de nombreux acolytes avec peu de points de vie, il va pas aimer ça. Surtout qu'il n'a pas beaucoup de capacité pour faire des dégâts de zone. Voilà, c'est un personnage, il y a des choses à faire, il tape quand même très fort. Dans la boîte coup de théâtre, c'est plutôt équilibré. Enfin, moi je trouve qu'il a quand même des match-up contre Shakespeare ou même contre les sœurs. C'est assez intéressant à jouer. Contre Titania, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des choses à faire quand même.
Voilà, moi je trouve que c'est un personnage qui est quand même assez intéressant à jouer, qui est pas facile, qui demande peut-être une configuration particulière pour être vraiment efficace, mais voilà, à tester. Donc j'espère que je vous ai donné envie de le jouer également, et je vous dis à très bientôt.